Pilotage tensiométrique de l'irrigation goutte à goutte. Cette vidéo d'une trentaine de minutes, dense techniquement, s'appuie sur une trentaine d'années d'expérience en tant que producteur irrigant, en tant qu'animateur technique, en tant que directeur technique de station fruitière en charge de la qualité, notamment en lien avec l'irrigation dans les vergers. Également créateur de Challenge Agriculture au milieu des années 80 sur le thème l'eau du sol maîtrisée. Travaille avec les tensiomètres, ensuite les sondes tensiométriques et jusqu'à la fabrication 100% française des monitors. La pratique de la tensiométrie à grande échelle depuis des décennies nous a conduit à créer cette imagerie, outil puissant d'observation, baptisé échographie du bulbe, qui a germé à partir de 2011. Un premier chapitre de 5 minutes sur la tensiométrie, les outils et les solutions. Le gros morceau agronomique de 15 minutes sur le sol, le bulbe goutte à goutte et l'échographie du bulbe, la nouveauté proposée. Ensuite, 5 minutes sur qu'est-ce que devient une saison d'irrigation avec l'outil. Et pour finir, 5 minutes sur les enjeux et notre offre. On distingue classiquement 4 niveaux de demande technique sur le terrain. Premier niveau, curiosité sur le déplacement de l'eau dans le sol. Un deuxième niveau d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'il y a des outils de conseil de masse qui arrivent sur l'exploitation, mais on a besoin d'un outil pour affiner. Le troisième niveau, c'est que la tensiométrie est au cœur du pilotage d'irrigation. C'est la tensiométrie qui permet de prendre les décisions. Et le quatrième niveau, c'est la même chose, plus l'ouverture, la gestion des électrovannes du réseau hydraulique. Une réflexion générale concernant l'évolution de la technique. Il y a une trentaine d'années, on passait des réunions à faire de l'agronomie, c'est-à-dire bon fonctionnement du sol, les racines, l'eau et l'air dans le sol. Bon, il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt l'écologie, la ressource en eau, sa bonne utilisation. Depuis une dizaine d'années, c'est l'efficacité économique de l'irrigation, c'est-à-dire l'eau est un intrant qui doit être optimisé. Et depuis 7 ans, avec la télémétrie, c'est plutôt l'aspect transmission de données pour décider. Nous proposons 4 solutions. Donc le monitor R2DM qui permet la lecture manuelle au champ, mais qui également enregistre les données. Le monitor R2DL qui reste en poste fixe au champ, qui donc enregistre les données sur une micro SD. Ces données, on peut les transmettre manuellement sur le site web pour les avoir en ligne. Ensuite, le monitor R2DX qui lui fait à la fois de la mesure, donc de l'acquisition, du stockage et de la transmission de données en temps réel. Et la version DX Smart qui, elle, fait tout ce qu'on vient de dire, plus l'ouverture et la fermeture des électrovannes. Ceci sur le concept suivant. Il fait programmateur d'irrigation lui-même. Donc un programmateur, ça décide de tout, mais ça ne sait rien. Couplé à la tensiométrie qui, elle, sait tout ce qui se passe dans le sol, mais ne décide de rien. Donc les deux conjugués, on arrive à ce qu'on appelle un peu pompeusement l'irrigation intelligente, c'est-à-dire que des irrigations préprogrammées, mais qui ne sont pas utiles, ne vont pas s'exécuter. Donc restera au final que l'irrigation utile pour maintenir le bulbe goutte à goutte, par exemple. Un mot sur les monitors entièrement conçus et réalisés en France, que ça soit le design de la carte électronique, sa fabrication, son montage, firmware, interface graphique, accès web, entièrement réalisés par nos soins, nos proches ou des fournisseurs français. Avec le recul sur 2500 équipements en ligne en cette fin 2017, aucune contrainte d'implantation sur le terrain, quel que soit le pays d'Europe. Rusticité, très peu d'ennuis. L'outil donne entière satisfaction. C'est le sol qui fabrique le bulbe goutte à goutte. C'est le sol qui fait tout le travail. Le sol déplace l'eau. Et ça ne doit pas être le contraire. Ce n'est pas l'eau qui doit déstructurer le sol et emporter ses éléments fins plus bas ou plus loin. Fabriquer et piloter le bulbe, c'est donc observer le comportement du sol. C'est utiliser son activité capillaire, c'est respecter sa structure. Ça, c'est l'élément clé
pour réussir l'irrigation goutte à goutte. Comment le sol déplace-t-il l'eau? Il existe naturellement au sein du sol un potentiel matriciel ou potentiel hydrique ou tension qui fait que l'eau est attirée des zones de forte humidité vers les zones de faible humidité. Cette différence de tension déplace l'eau. C'est le même phénomène que le vent, qui est un courant d'air, l'air étant un autre fluide, qui donc se déplace des zones de haute pression aspirées vers les zones de basse pression. Et dans cette affaire, le poids de l'eau est négligeable au regard des forces en présence. C'est-à-dire que l'eau peut descendre dans le sol, en fait elle est aspirée par le sol, elle peut également remonter capillaire, elle peut se déplacer latéralement pour former ce bulbe. L'apport unitaire par irrigation est de l'ordre de 1 litre à 1,6 litre par goutteur. On devrait dire par gouttage, c'est-à-dire qu'à l'endroit où l'eau pénètre dans le sol, c'est comme si on avait une bouteille d'eau minérale à l'envers qui s'épanche par son goulot. On demande en gros au sol d'absorber à cet endroit-là l'équivalent d'une année entière de pluie sur une seule irrigation. Donc c'est pas neutre. En gros, en arboriculture, pour prendre un exemple, la dose unitaire excède rarement 2 litres par gouttage. Bon, si on a affaire à une bande humide qui crée une veine souterraine, ça ne change rien à la manière de piloter l'irrigation, puisqu'on procède en coupe verticale par rapport au bulbe ou à la veine, mais évidemment ça a une influence sur les doses unitaires. Qu'est-ce qui se passe si on commence à imposer au sol des doses unitaires qu'il n'est pas capable de gérer? Par exemple, sur un sol léger, on risque d'entraîner les éléments fins au fond, de créer une espèce de puits à l'aplomb du goutteur et au final d'avoir une très mauvaise efficacité, c'est-à-dire avec des volumes d'eau qui peuvent être importants, satisfaire un faible volume de racines. Toujours avec une dose unitaire supérieure à ce que le sol est capable de gérer. Dans ce cas, on aurait un sol posé sur un sous-sol lourd. Eh bien là, c'est la double peine, c'est-à-dire un bulbe en forme d'enclume à l'envers, où très peu de volume de racines est satisfait, à savoir trop sec en surface et asphyxié en profondeur, à nouveau avec de gros volumes d'eau, une très mauvaise efficacité. Le principe de base du pilotage de l'irrigation au goutte à goutte est que si on observe une stabilité des tensions, c'est-à-dire que notre bulbe est stable dans le temps, il n'y a aucune raison de changer la fréquence. C'est-à-dire que la semaine suivante, on va garder la même fréquence que la semaine en cours. Prenons un exemple sur le graphe du moniteur 1347. Donc en haut, la parcelle, le type de sol, l'hydraulique, les informations. En bas, en abscisse, les dates. En ordonnée, les tensions. Donc excès d'eau, capacité au champ, confort hydrique. Plus ça monte, plus ça sèche. On va sélectionner une période de stabilité qui nous intéresse. Donc chaque médiane est constituée par 4 sondes qui apparaissent quand on pointe dessus. Cette zone nous intéresse pour montrer une stabilité. Donc là, parmi les 8 médianes sur lesquelles on travaille, on va regarder d'abord à 30, 45 et 60 de profondeur, à 3 niveaux. On va regarder proche du goutteur ce qui se passe. Et on va regarder à plus loin du goutteur, à 30 cm, donc à 2 niveaux, ce qui se passe. Bon, là, on va nettoyer un peu pour y voir plus clair. Et enfin, la contraction du bulbe, c'est cette médiane à partir de tous les capteurs périphériques du bulbe. Bon, passé la zone de dialogue, on a également un enregistrement de l'irrigation sur la période. Voici l'échographie de la même station 1347 sur la même période, qu'on obtient simplement en cliquant sur voir échographie sur le graphe. Et donc en temps réel, on voit la stabilité des tensions sur la période qui a tendance à légèrement se déstabiliser du reste en fin de période. Si on observe une augmentation des tensions, et là on va affiner en fonction des médianes si l'augmentation se passe en surface, si l'assèchement se passe en surface ou en profondeur, on va être amené à augmenter la fréquence d'irrigation la semaine suivante.
Donc exemple, on tournait à une irrigation de 1,6 litre par goutteur chaque jour. La semaine prochaine, on passe à 2 irrigations de 1,6 litre chaque jour. Un exemple sur le graphe de la 1465 ainsi que sur son échographie qui va suivre. On a sélectionné les 3 médianes à 30, 45 et 60. Intéressons-nous à cette période de forte montée en tension. En sélectionnant donc toutes les médianes montent fortement. On sélectionne également les 2 médianes à proximité du goutteur ainsi que les 2 médianes éloignées du goutteur qui confirment un assèchement, une montée en tension. Également la contraction du bulbe qui est de la médiane de tous les capteurs périphériques qui monte et qui confirme la réduction du volume du bulbe. En dessous du graphique, la zone de dialogue qui permet les échanges techniques. Et en dessous, donc l'enregistrement de pluviométrie qui montre une belle précipitation au 5 juin, qui avait donc entraîné un arrêt d'irrigation qu'il est grand temps de reprendre. L'échographie de la même 1465 sur la même période de juin, on peut régler la vitesse de défilement. Et donc là, on voit sans ambiguïté la forte réduction du bulbe. Au contraire, on voit les tensions baisser dans le temps. Donc on va être amené à diminuer la fréquence. Autrement dit, par exemple, on avait une dose ou une irrigation de 1,6 litre par goutteur chaque jour. Ben, on passe à une dose toujours de 1,6 litre, mais un jour sur 2. Échographie du moniteur 1485 sur la période fin mai. On voit donc ici que les apports provoquent un engorgement du bulbe. Engorgement de bulbe sur le moniteur 1485 au mois de mai. Donc on sélectionne la période, on voit sur les niveaux 30, 45 et 60 ainsi que proche du goutteur, éloigné du goutteur, également sur la médiane de contraction du bulbe, que toutes les médianes se trouvent ou tendent vers la zone d'excès, donc entre 0 et 10 centibars. Responsable les irrigations de la période. Si on voit la tension augmenter en surface et diminuer en profondeur, on constate que le bulbe s'assèche en surface et s'engorge en profondeur. On va être amené à augmenter la fréquence la semaine suivante et à réduire la dose unitaire, c'est-à-dire la durée de chaque irrigation. Un exemple de bulbe déformé sur cette échographie 1468, non pas lié au goutte à goutte enterré qui se gère parfaitement avec ce système, mais à une dose trop forte qu'il faut donc réduire, à une fréquence trop faible qu'il faut donc augmenter. Le graphe de la même station 1468, dont la caractéristique est que tout ce qui se trouve à 45-60, proche ou loin du goutteur, se retrouve dans la zone d'excès d'eau. Donc exception faite des sondes en surface qui sont éloignées du goutteur, qui sont dans le sec, et au final toutes les sondes à 30 cm qui montent dans le sec. Autrement dit, on a un verger qui est sec en surface et qui est totalement en excès en profondeur. Donc souci de dose, qui n'est donc dose excessive évidemment, qui n'est pas du tout la réponse à une observation de verger sec en surface, qui serait plutôt une double peine. Si on observe une tension stable en surface, mais qui augmente en profondeur, c'est-à-dire que le bulbe sèche par le fond, on va être amené à vérifier les doses, ce qui est fait enregistrer automatiquement dans l'échographie du bulbe. On a toujours un contrôle de goutteur en même temps. Donc on va vérifier nos doses, et si la dose s'avère correcte, on va essayer d'augmenter la fréquence pour faciliter la diffusion de l'eau dans le sol. Pour notre fil conducteur, c'est d'observer le bulbe goutte à goutte en temps réel pour piloter l'irrigation goutte à goutte. Pour ce faire, le moniteur R2DX ou R2DX Smart, équipé de 16 sondes, placées sur 4 bulbes différents, qui est un minimum statistique pour commencer à savoir de quoi on cause. Ceci permet donc l'échographie du bulbe, on va y revenir, qui a été spécialement développée pour suivre le bulbe en temps réel.
Que devient une saison d'irrigation avec l'outil? Deux cas se présentent. Avec le moniteur R2DX et un programmateur d'irrigation, on va donc remettre en question chaque semaine la programmation au vu des graphes et de l'échographie. Remettre en question, ça ne veut pas dire qu'on va la modifier obligatoirement, mais on va se poser la question. Le deuxième cas, c'est le moniteur R2DX Smart, qui lui-même est programmateur d'irrigation et qui lui-même va se poser la question utile, pas utile, à chaque fois qu'une irrigation préprogrammée va se présenter. Exemple de travail d'une R2DX Smart 389 sur raisin de table. On fixe des consignes ici en bleu et rose sur donc les sondes de surface médiane bleue et les sondes de profondeur médiane rose. À savoir que la Smart autorise l'irrigation quand une ou l'autre des deux médianes atteint sa consigne. On a ici une jolie exception provoquée par un souci hydraulique de filtration. Sinon, on voit que sur l'ensemble de la saison, on tient nos tensions dans une gamme assez étroite. Autrement dit, le bulbe reste stable dans le temps, quelles que soient les conditions climatiques. Pour piloter sereinement l'irrigation, on se fixe donc l'objectif de former et de maintenir le bulbe pendant une grosse vingtaine de semaines sous nos climats. Donc ceci grâce aux enregistrements en continu dans le sol et une décision par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, on va se poser la question de savoir si on garde la fréquence la semaine suivante ou si on a une bonne raison de la changer. Sachant que la dose unitaire a été affinée par observation, on a simplement à se poser la question sur la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'irrigations par jour ou par semaine qu'on va programmer. Une saison d'irrigation devient relativement simple avec une décision par semaine qui nous permet de savoir quand démarrer notre bulbe. Ma dose est-elle correcte, c'est-à-dire est-ce que le sol est capable de la gérer? La fréquence, elle, est revue une fois par semaine. Si le climat nous fait le travail, évidemment, on ne va pas insister, mais on n'anticipe pas les prévisions météo. On attend de voir la conséquence dans le sol. Quand lever le pied, on tient compte de 3 à 4 stades physiologiques différents, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à notre bulbe la même chose en fonction des stades. Tout ceci avec un outil en ligne à jour en temps réel qui nous permet la surveillance du réseau et qui permet de faire un point technique sur la programmation de manière hebdomadaire. Voici pour exemple une phase délicate de pilotage du goutte à goutte, c'est le démarrage. En sortie d'hiver, donc l'eau est disponible dans le sol, un hiver normal pluvieux, et donc aucun besoin d'irriguer. Ensuite, au printemps, les tensions augmentent en surface, on prépare son matériel d'irrigation et il n'y a toujours pas besoin d'irriguer. Mais à un moment donné, on va avoir besoin de former le bulbe, même s'il n'est pas indispensable pour la plante par ailleurs. Donc ça se fait avec des doses faibles et des fréquences faibles. Mais l'intérêt, c'est d'installer le bulbe de manière à pouvoir le piloter ensuite. Et puis, à un moment donné, le bulbe va prendre le relais dans l'alimentation de la plante. Et c'est là qu'on va commencer à adapter les doses et fréquences à la réalité du terrain. Autrement dit, dans cette phase de démarrage, on ne fabrique pas un bulbe dans un sol qui aurait séché. Ça fonctionne mal ou pas. Au contraire, le bulbe est la seule zone du sol où la tension ne va pas varier en sortie d'hiver. Inutile de rappeler l'incidence de ce facteur de production numéro 1 qu'est l'eau sur à la fois l'installation du verger. Donc c'est extrêmement important dès le début de la vie du verger. Et donc ensuite, évidemment, sur les récoltes. Donc l'effet annuel sur le rendement, le calibre, la qualité, la conservation, etc. En termes d'enjeux économiques, un moniteur va être amené à piloter classiquement l'irrigation de 500 à 1000 tonnes de fruits par le jeu du regroupement des parcelles autour de la parcelle de référence. Bon, cet exercice de dézoomage doit être fait avec grande précaution. On a consacré une vidéo à ça, c'est-à-dire quel verger peut-on raisonnablement associer à la parcelle de référence.
Pour les producteurs et techniciens intéressés, nous proposons donc l'installation clé en main. La visite de terrain et la discussion permet de choisir le verger de référence, très important choix technico-économique. Et ensuite l'installation du monitor avec ses 16 sondes, son pluviomètre pour vérifier donc ou son compteur d'eau en fonction des cas pour vérifier l'irrigation apportée, ainsi que l'ouverture du compte web pour accéder à toutes les données en ligne qui permettront soit de se décider si on a affaire au R2DX, soit à suivre ce que va faire de manière autonome le R2DX Smart. Pour conclure, quelques causes d'échec du goutte à goutte. Le sol étant l'acteur principal, si sa structure est fortement dégradée, évidemment, ça n'aide pas au bon fonctionnement de la pompe capillaire gratuite qui nous est offerte. La texture, ce sont les limons fins qui colmatent tout, certaines argiles très lourdes qui déplacent l'eau extrêmement lentement et qui n'aident pas à rééquilibrer les bulbes. Une densité défavorable, c'est-à-dire un sol très soufflé. Bon, le grand classique, c'est la butte de pomme de terre qui n'a pas été rappuyée ou un sol très compacté. Le réseau hydraulique, s'il n'est pas à la hauteur par son nombre de goutteurs, leur débit ou le nombre de départs possibles de la programmation, évidemment, ça peut être un facteur limitant. À signaler également un cas qui se rencontre régulièrement, c'est une fertigation excessive qui fait monter la salinité dans la zone du bulbe, qui empêche les racines de fonctionner normalement et qui oblige à une surirrigation. Un petit tableau des caractéristiques de sol qui peuvent être plus ou moins favorables au bon fonctionnement du bulbe. Ensuite, à signaler qu'une saison d'irrigation se passe rarement sans des soucis hydrauliques. Et d'où l'intérêt des mesures en temps réel qui permettent la surveillance du réseau et la détection de soucis du style problème de filtration, problème d'électrovanne qui se ferme mal, enfin tout souci hydraulique. Dont on donne ici un exemple. On voit une montée en tension totalement anormale à un moment donné. Et l'explication n'est pas loin puisqu'on ne retrouve pas sur le contrôle de dose ce qu'on devrait avoir. Du conseil en pilotage d'irrigation goutte à goutte, on a besoin d'une unité de mesure qui tient compte à la fois de la dose et de la fréquence. Exemple, la semaine prochaine, on passe à 3 fois 1 litre. Sous-entendu 1 litre qui sort de chaque goutteur, 3 fois par jour, tous les jours. On a besoin de cette précision parce que, agronomiquement, par exemple, 3 fois 1 litre, ça n'a strictement rien à voir avec 1 fois 3 litres. Une fois que, concrètement, on a mesuré sur plusieurs gouteurs, au moins 6 gouteurs, le temps nécessaire en condition, c'est-à-dire remplissage compris, etc., le temps nécessaire pour sortir 1 litre, on va adopter une unité de mesure qui est plus proche de la programmation, c'est-à-dire en temps. La semaine prochaine, nous passons à 3 fois 40 minutes, sous-entendu chaque jour. La conception de la programmation, pour se laisser toute souplesse nécessaire, prévoit 4 départs par jour. Si on a 24 heures disponibles, on a donc 4 plages horaires de 6 heures, 0,6 heures, 6,12, etc. Imaginons sur 6 voies, 1 heure par voie. Si on a besoin de changer la durée d'irrigation d'un ou plusieurs secteurs, ça sera à l'intérieur de ces plages horaires. Pour finir, le relevé du pluviomètre sous goutteur s'exprime également en litres par goutteur. Un volucompteur qui va mesurer un certain nombre de gouteurs va nous donner, divisé par le nombre de gouteurs, ça va donner également des litres par goutteur. Au final, la présentation graphique, elle peut être convertie en litres par goutteur, en litres par arbre, en litres par mètre linéaire de culture ou bien en mètres cubes hectares. Bravo à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. J'espère que ces quelques concepts, informations, comptes rendus, etc. vous seront utiles. Et retrouvez-nous sur www.challenge-agriculture.com.